Bonjour à tous. Alors le contenu central de cette vidéo sera une présentation générale de ce qu'est le concept de jardin-forêt. Et on va se balader dans mon jardin et je vous présenterai plein de petits trucs qui permettent de comprendre cette philosophie du jardin-forêt. Alors avant tout, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas de moi. Elle a été tournée ici par Corentin, un Belge qui est pépiniériste en Belgique et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Arbuste fruitier pépinière en permaculture, si je ne me trompe pas. Donc déjà avant tout, merci à lui de me permettre de partager cette vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler un petit peu de qui est ce Corentin et qu'est-ce qu'il fait sur sa chaîne. Alors sur sa chaîne, que je trouve vraiment très bien, vous allez trouver pas mal de vidéos sur ce qu'est le métier de pépiniériste, la production d'arbres, d'arbustes, sur la greffe, tout ça. Vous allez trouver pas mal de vidéos qu'il a faites chez d'autres personnes qui sont passionnés aussi de ce métier et puis passionnés globalement par les plantes. Donc il y a vraiment des super rencontres à faire sur sa chaîne. Et puis notamment dans les 2-3 dernières vidéos qu'il a faites, une vidéo qu'il a tournée chez Wally de la pépinière Atmosphère, qui est une pépinière qui marche aussi en permaculture. Il fait de l'aquaponie, il construit des chouettes petites maisonnettes en terre crue, enfin vraiment des choses super. Et vous allez aussi trouver sur sa chaîne d'autres vidéos qu'il a tournées avec Wally, puisque Corentin est pépiniériste et il a été formé chez Wally. Donc vous allez trouver pas mal d'infos sur comment se former aussi au métier de pépiniériste. Donc allez fouiller, c'est vraiment génial. Vous allez trouver une autre super vidéo qui a été faite chez Anaël Terry de la pépinière Joala. Si vous ne connaissez pas, Anaël Terry, c'est une des références, si ce n'est la référence en France sur l'agriculture syntropique. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'agriculture syntropique, encore une fois, suivez le lien et puis allez voir sa vidéo, elle vous explique très bien ce que c'est. Et puis, autre petit détail super intéressant, enfin en tout cas pour les gens passionnés comme moi par les livres, elle vient d'écrire un livre qui va sortir là fin juillet, donc très bientôt. Encore une fois, je vous mets un lien aussi là pour aller sur son site, à une page où vous pouvez avoir ce livre en précommande que j'ai déjà feuilleté vite fait il y a quelques pages qui sont accessibles déjà sur son site pour avoir un peu de quoi ça va parler. Et voilà, j'ai hâte d'avoir ce livre parce que ça a l'air très bien fait, très complet. Et c'est surtout le premier livre sur l'agriculture syntropique en zone tempérée, en tout cas ici en France. Et puis premier livre qui existe sur le sujet en français. Donc voilà, ça va être, je pense, une référence. Quoi d'autre? Non, on va partir maintenant sur la vidéo là, sur le jardin forêt. Donc c'est parti pour la visite. Encore merci à Corentin de m'avoir autorisé à partager cette vidéo et n'hésitez pas à aller la voir sur sa chaîne et les autres vidéos qu'il a faites, ça vaut le coup. Allez, bonne visite à tous, salut. Salut les permapotes, salut Rémi. Salut permapote. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter et présenter le Jardin des Merveilles? Alors moi Rémi, du coup, j'ai créé le Jardin des Merveilles il y a 14 ans ici. Je veux pas refaire tout le parcours de ma vie, mais voilà, passionné de nature, passionné de jardin, passionné de bestioles, de tout ce qui grouille. Et j'ai créé ce lieu-là, donc à l'origine c'était juste un lieu pour produire des plantes, puis pour parler des plantes. On a donné des cours de cuisine ici, on a fait des balades botaniques pour connaître un peu les plantes sauvages. Donc voilà, tout plein de trucs autour de la nature, et à côté, production de plantes depuis 14 ans. Et apprentissage de comment poussent les plantes, comment les multiplier, à quoi ça sert, toutes les histoires qu'il y a autour des plantes. Et puis petit à petit, voilà, création de la chaîne YouTube pour continuer à partager. Là aujourd'hui, le livre sur le jardin forêt. J'ai découvert petit à petit la permaculture, le jardin forêt et compagnie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai fait autour de ça. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, j'ai pas envie de faire 3 heures. Vous allez voir au fur et à mesure ce que je fais. Peux-tu nous expliquer l'histoire de ton jardin forêt? Quand je me suis installé en agriculture, je ne savais pas dans quel axe aller. Moi, tout ce que je savais, c'est que je voulais que ça grouille de vie, je voulais que ce soit vivant. J'ai entendu parler d'agriculture biodynamique, j'ai entendu parler de différents types d'agriculture. Et à chaque fois, j'ai gratté un peu pour voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me va pas du tout. La biodynamie, j'ai pas accroché trop longtemps, le conventionnel pas du tout. Le bio, ça m'a intéressé jusqu'au jour où j'ai appris qu'en bio, on avait le droit d'utiliser des pesticides. Il fallait juste pas que ce soit chimique, mais un insecticide naturel, on avait le droit, un herbicide naturel ou des techniques herbicides naturels à droit, labourer le sol, il y a le droit. Et donc un jour, j'ai découvert la permaculture et ça fait combien de temps? Ça fait plus de 10 ans que je gratte pour trouver quelque chose qui me convient pas. Et je cherche encore. Et c'est vraiment un concept où l'objectif, c'est d'être productif, c'est d'être résilient et c'est aussi d'être, derrière tout ça, d'être respectueux de l'environnement. Donc ça me convient parfaitement. En parallèle de ça, j'ai fait évoluer mes productions, j'ai produit différents types de plantes aromatiques, médicinales, légumes et compagnie. Et j'ai à côté, sur le terrain ici, essayé d'installer un jardin, une production. Et j'ai lu différents bouquins. Et puis un jour, je suis tombé sur un bouquin de Patrick Wildfield qui parle de jardin-forêt, je sais pas comment il s'appelle exactement, jardin-forêt je crois. Et où il explique que de rajouter des arbres, ce que fait un peu l'agroforesterie, de rajouter des arbres dans tes cultures,
ça va améliorer l'équilibre du système, la résilience du système, et qu'en plus tu peux faire du maraîchage, tu peux faire des petits fruits, tu peux faire des arbres au-dessus, le fait de rajouter différentes strates, ça va augmenter les productions et encore équilibrer le système. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, je vais faire ça. C'est un peu ce que je faisais déjà inconsciemment, mais depuis cette époque, je clarifie le concept, j'essaye de le rendre plus fluide pour moi. Et puis plus récemment, il y a Terre Vivante qui a entendu dire que je voulais un jour écrire un livre. Et c'est eux qui m'ont proposé le sujet jardin-forêt, j'avais pas forcément prévu d'écrire sur ça. Et je leur ai dit ok, moi c'est un truc, je suis pas sûr de tout capter encore. Mais à partir de là, j'ai étudié, je suis allé voir ce que faisaient les autres, j'ai lu tous les bouquins sur le jardin-forêt possible et imaginable. Et j'avoue que ça commence à être de plus en plus clair. Et j'adore le fait de me dire, je commence à comprendre un peu les ficelles, savoir sur quoi tirer pour que ça marche de plus en plus. Et quand on voit de quoi je suis parti, c'était une prairie pâturée, un petit peu tassée, très sèche, il n'y avait pas grand chose qui poussait là-dessus à part quelques graminées. Et là, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, ouais, je crois que j'ai capté un truc, c'est cool. Je pense pas avoir tout compris, mais en tout cas, j'ai capté comment avancer un petit peu. Et puis j'arrive aussi à capter comment on apprend plus. Hein. On a un super prof, là on le voit pas trop derrière, mais il dépasse au-dessus de la toiture là. C'est la forêt qui est juste à côté, et c'est de se baser sur comment fonctionne la forêt et se dire, elle fonctionne depuis 300, 400, 500 000 ans, elle fonctionne. Du coup, si nous ça fonctionne pas, c'est juste qu'on a mal compris le truc, on a mal copié. Donc on a l'exemple qui fonctionne, et puis la pratique qui s'améliore petit à petit, et là j'avoue que ça commence à être pas mal. Ouais, on avance un petit peu. Allez, on va aller voir quelques fruits. Alors, bon, beaucoup de vignes, je sais pas si c'est celle-là qu'il faut regarder, elle est un peu abîmée. Il y a des plantes un peu plus fragiles que d'autres aussi, pas mal de ronces. Alors cette année, on a une année vraiment qui va être incroyable pour les fruits. Là, je sais plus laquelle c'est, il y a beaucoup de ronces qui font pas d'épines. Hein. C'est celle-là, là vraiment, on peut aller s'amuser à aller cueillir les fruits sans risquer de s'accrocher dedans. Les raisins, l'armoise, donc la kébia ici, qui fait ses fruits. Alors, j'ai pas trop de recul là-dessus parce que j'en ai jamais trop goûté. C'est la première année qu'il produit ici, puisqu'on est dans une région un peu en altitude ici, on a beaucoup de gelées tardives. Et la plupart des années, au moment de la floraison de la kébia, ça gèle, on n'a pas les fruits. Donc cette année on a des fruits, c'est cool. Ça va être long si je te parle de tous les fruits. On a des nachis, on a différents types de poires. Au niveau du sol aussi, on a beaucoup de légumes. Là, on a, comment il s'appelle? Celui-là, c'est pas un topinambour, c'est un hélianthus qui fait des tubercules, comme le topinambour, mais un petit peu plus gros. Pas mal de plantes qui sont pas forcément comestibles. Là, on a le concombre d'Anne. Alors, faut savoir que j'adore ce qui se mange, mais en fait, un gros truc que j'adore, c'est vraiment ce qui s'appelle les histoires de plantes. Les premières balades botaniques que je fais, et puis quand j'ai lancé la chaîne YouTube, la première série de vidéos qui a marché, c'est plantes et histoires de plantes. Chaque fois, je prenais une plante et je dressais tout le portrait. Et donc, le côté comestible, le côté médicinal, le côté vraiment intéressant pour nous directement, c'est bien. Mais il y a des trucs comme celle-là, tu vois, qui a aucun intérêt alimentaire, médicinal pour nous, est-ce qu'on s'en va pas. Mais elle a une histoire qui me plaît. Je vais essayer de te la raconter vite fait, mais est-ce qu'on voit des fruits plus mûrs là? Elle fait des fruits qui ressemblent, bon, on va voir ces petits fruits là, qui ressemblent à des petits concombres et donc des petits cornichons qui se mangent pas. Quand le fruit est mature et prêt à propager ses graines, il est sous pression avec les graines à l'intérieur dans un espèce de liquide. Il est tellement sous pression que à la moindre secousse, si tu le touches ou si un petit coup de vent fait bouger le truc, il se décroche et il crache ses graines à 15-20 mètres. Donc faut pas avoir la tête au-dessus au moment où le fruit se décroche. Mais voilà, il a une façon de se propager qui est excellente. En plus, c'est un super couvre-sol, il y a beaucoup de plantes qui ont différents intérêts dans le jardin-forêt et c'est ça l'idée vraiment de capter les intérêts des différentes plantes pour pouvoir les intégrer, les utiliser, entre guillemets. Donc ça, c'est un super couvre-sol, très rustique, hein, qui se propage tout seul. En plus, j'en vois un autre qui s'est ressemé là-bas. Il y en a un derrière, il y en a un juste devant la cabane, là où on a commencé. Donc voilà, une belle histoire de plante à raconter, même si la plante n'a pas d'intérêt direct pour nous. Je trouve ça génial de s'apercevoir à quel point les plantes sont diverses. Ouais, tu sais, pas mal de fleurs aussi dans ton jardin forêt. Ouais, des fleurs après, encore une fois, on peut parler des intérêts. La fleur, déjà, son premier intérêt, c'est d'attirer les pollinisateurs. Plus de pollinisateurs, ça va être plus d'abeilles, de bourdons et autres. Si tu cultives des courges, des courgettes et que tu as moins de pollinisateurs, tu vas avoir une moins bonne production de fruits. Donc le fait d'avoir beaucoup de plantes mellifères va augmenter la présence des pollinisateurs et la production derrière. Ensuite, on a des plantes qui sont hyper intéressantes. Alors, les mérocales, c'est un super couvre-sol, il n'y a qu'à voir là sur cette zone.
là où les mérocoles est présente, on risque pas d'avoir grand chose qui vient envahir. Et en plus, là, notre intérêt, c'est que pour le coup, elles se mangent. Les fleurs se mangent, les boutons se mangent, les feuilles se mangent, les racines se mangent. Alors, j'ai jamais mangé les racines, je n'ai pas forcément envie de l'arracher pour ça. Mais voilà, bon pour les pollinisateurs, bon couvre-sol, alimentaire. Moi, à partir du moment où une plante elle a 2-3 intérêts comme ça, c'est génial. Et il y a des plantes qui en ont même encore plus. Et tu as aussi pas mal de points d'eau aussi dans ton jardin forêt. Ouais, ah ben ouais. Alors ça c'est ma passion de base, je disais, c'est vraiment produire de la biodiversité, avoir un jardin qui grouille de vie de partout. Et le fait de rajouter des mares, ça ramène les grenouilles ramènent les serpents. Tout le monde n'aime pas les serpents, mais en vrai c'est passionnant, c'est magnifique. Ça ramène des libellules, ça ramène plein de choses. Et le fait d'avoir toute cette biodiversité va faire que le jardin globalement va être plus équilibré. On a souvent peur des ravageurs, peur des pucerons, peur des limaces. Et on pense que l'idée c'est de s'en débarrasser pour plus avoir de problème. Sauf que si on s'en débarrasse, les prédateurs disparaissent aussi. Et les ravageurs, eux, ils seront toujours présents. À se débarrasser des pucerons dans la nature, on n'y arrivera pas. J'espère pas qu'on y arrivera. Donc l'idée, c'est plutôt de, si on a un problème avec quelque chose, ramener ce qui va équilibrer, qui va ramener autre chose. Et plus on rajoute de choses dans la balance, plus la balance va être équilibrée. On dit que la nature est équilibrée, c'est un équilibre qui est dynamique. Tu imagines une balance avec un petit truc qui se rajoute d'un côté, un petit truc qui se rajoute de l'autre, un truc qui s'enlève d'un côté, où la balance bouge comme ça. Si tu compares la balance qu'on va avoir dans ce genre d'écosystème et la balance qu'on va avoir dans un système avec une monoculture, tu as un gros champ de tournesol avec une seule espèce de tournesol, le jour où il y a un ravageur qui arrive, tu rajoutes un gros machin en face, la balance elle se casse la gueule. Là il y a tellement de choses que un qui arrive, un qui s'en va, la balance elle bouge comme ça, mais ça va jamais faire de gros déséquilibres. Donc l'idée c'est d'avoir le plus d'éléments possible, et plus tu as d'éléments dans ton système, plus il va avoir un équilibre qui va rester près de l'équilibre. Alors l'idée dans un jardin forêt, ça va être de recréer quelque chose qui ressemble à un écosystème forestier. On pourrait même repartir de la base de comment fonctionne la nature. Il faut savoir que la nature c'est fait de cycles. Chaque élément du cycle, les plantes, les animaux vont avoir un intérêt différent. Et les plantes sont à la base de tous les cycles. C'est les seuls êtres vivants qui produisent leur matière, leur énergie à partir de rien d'autre de vivant. Ça prend du soleil, ça prend de l'air, ça prend de l'eau. Et à partir de là, ça crée tout. Ça produit du sucre. C'est la photosynthèse. Donc plus on va mettre de plantes dans un jardin, plus on va mettre de surface foliaire, plus il y aura de feuillage, plus ça produira de matière, de sucre, plus ça nourrira tout le reste de l'écosystème. Toutes les chaînes alimentaires, on pourrait aussi parler de chaînes alimentaires, tous les êtres vivants se nourrissent d'autres êtres vivants. Tu vas voir, les super carnivores, il n'y a pas grand chose qui les mange à eux, mais quand ça meurt, c'est les bactéries qui finissent par les décomposer. Mais les super prédateurs se nourrissent de prédateurs, qui se nourrissent d'herbivores, qui se nourrissent de plantes, qui produisent tout à partir de rien. À la base de toutes les chaînes alimentaires, on a toujours le végétal. Donc l'idée d'un jardin forêt, c'est de superposer le plus de végétaux possible. C'est pour ça qu'on parle de strates. On va avoir la strate haute, la canopée qui va refermer, qui va faire le toit de la forêt. On va avoir des strates un peu plus basses, les strates buissonnantes, les plantes grimpantes, les plantes couvre-sol. Alors, on va pas pouvoir avoir toutes ces strates les unes au-dessus des autres. L'idée, c'est de voir un peu des choses un petit peu décalées pour que tout prenne la lumière. Et donc là, on est sur une des seules zones de mon jardin forêt où on a une strate haute qui commence à se refermer. C'est un bébé jardin forêt ici. Ça fait 14 ans que j'y suis, mais ça fait pas 14 ans que je plante des arbres. J'aurais dû commencer beaucoup plus tôt. Mais voilà, il y a beaucoup de zones du jardin forêt qui sont encore ouvertes. Et là, on est sur une des premières zones qui commence à se fermer. Donc, ça, c'est pas un arbre, c'est plutôt c'est une grande plante qu'on classe dans les arbrisseaux parce qu'il n'y a pas de tronc unique. Mais un arbrisseau qui fait quand même 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. On a un poivrier là ici qui peut monter pareil à 3-4 mètres. Dans le poivrier, on voit bien les grimpantes qui montent chercher la lumière là-haut. Un petit peu en dessous, on a pas mal d'herbacées, encore des lianes grimpantes de la vigne derrière. Voilà, on a une grosse superposition de plantes qui fait qu'au niveau du sol, on a beaucoup moins d'enherbement. Si on va sur ces zones un petit peu fermées, il y a moins de graminées, on peut aller voir en dessous. On va avoir des sarrasins vivaces, là on a de la mélisse parce qu'il y a un peu plus de soleil derrière. Voilà, l'idée c'est de refermer le plus possible. Il faut savoir qu'une des activités les plus intenses quand on produit un jardin forêt au début, c'est le désherbage. Donc si on n'a pas des couvre-sols efficaces, si on n'a pas suffisamment d'ombre et de couvre-sol en dessous, le temps qu'on passe le plus, ça va être désherber. Et c'est ça qu'on va chercher à limiter le plus possible. Alors par exemple là on a un de mes couvre-sols préférés, mais après ce que j'aime pas c'est qu'elle est tellement intéressante cette plante qu'elle fait de l'ombre à beaucoup d'autres.
Donc la consoude. Je parlais un peu plus tôt de plantes qui ont différents intérêts. Ça, il me semble que c'est quand même une des plantes qui a le plus d'intérêt. Donc là déjà on voit bien le côté hyper couvre-sol. Elle a un côté nutritif pour le jardin parce qu'elle a une racine pivotante qui descend vraiment en profondeur et qui va utiliser des minéraux qui sont trop profonds pour être utilisés par d'autres plantes. Et elle va les remonter, produire sa matière avec ça et donc produire du feuillage. Donc elle fait un gros couvre-sol. Là, on voit juste une plante au milieu, elle fait un cercle qui doit faire un diamètre de peut-être un peu plus d'1 mètre. Donc super couvre-sol, donc un gros intérêt nutritif, de travail de sol, de couverture de sol. Déjà pour le jardin c'est génial. Et ensuite pour nous, alors mellifère en plus, hyper intéressante pour la biodiversité, les abeilles, les bourdons ils adorent ça. Mais pour nous donc elle est médicinale. La consoude, c'est la plante qui soude, le nom même vient de ça. On peut faire des baumes avec la racine qui sont hyper cicatrisants. Enfin même pas que cicatrisants, stimulants du renouvellement cellulaire. Donc si on a des déchirures musculaires, des problèmes de tendons, des problèmes de plaies, c'est cicatrisant. Elle est alimentaire. On peut utiliser les feuilles aussi en médicinal, en cataplasme. Elle est alimentaire, on peut la manger. Alors il paraît qu'il ne faut pas trop en manger, mais de toute façon, je dirais n'importe quelle plante sauvage, il ne faut pas non plus faire trop d'excès. Mais voilà, on peut faire pas mal de choses avec ça. Et ensuite, nutritive, elle va capter, je disais, des minéraux en profondeur. Et un des trucs qu'elle capte le plus, c'est phosphore et potassium. Potassium, c'est quelque chose dont les plantes ont besoin pour faire des fleurs, pour faire des fruits. Et donc, on peut faire soit du purin, en utilisant les feuilles, en les faisant se décomposer dans de l'eau et on va arroser ça. On va avoir un équivalent d'engrais minéral riche en potasse. Je suis pas très fan d'engrais minéral parce que on peut faire des surdosages, on peut polluer, on peut cramer des plantes, on peut faire des erreurs avec ça. Mais par contre, juste utiliser le feuillage de la consoude en paillage sur des zones de culture et quand la paille, enfin le paillage, quand la matière organique que tu mets en surface se décompose petit à petit, elle va apporter des minéraux petit à petit. Et donc si régulièrement tu pailles avec du feuillage de consoude, tu vas apporter petit à petit au compte-gouttes cette potasse qui sera disponible pour les plantes au moment où elles en ont besoin. Et c'est top. Et là on voit qu'elle est dans une période de l'année où elle a fait sa première pousse de printemps tellement grosse avec les pluies qu'on vient d'avoir qui viennent s'écraser autour de la plante. Là petit à petit ce feuillage va se décomposer autour de la plante. Elle est en train de remettre un nouveau feuillage. On voit ces jeunes pousses là. Et elle va remettre un nouveau paillage. Donc là elle va se débarrasser de tout ce qu'elle a dans son feuillage qui va se décomposer autour, qui va la nourrir elle-même. Et elle va refaire de la matière. Donc là, à ce stade-là, ce qu'on peut faire, c'est faucher, récupérer tout ce feuillage autour pour aller pailler d'autres zones de culture et pour aller nourrir des zones autour. Et puis elle va se renouveler en continu. Donc elle nous fournit de la matière pour aller l'utiliser ailleurs dans le jardin. Et ça, vous la verrez quand on se baladera dans le jardin, il y en a partout, partout. C'est chez toi, en Belgique, que j'ai découvert un peu cette utilisation qu'ont certains maraîchers. Un jardin qui est juste à côté du jardin des fraternités ouvrières à Moucron. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir cet endroit. Où ils ont un jardin juste à côté où ils ont des lignes de production de maraîchage. Et au milieu de ça, une ligne d'arbres fruitiers avec une énorme culture de consoude. Et régulièrement, la ligne de consoude est fauchée pour aller nourrir les zones de maraîchage à côté. Et donc, c'est ce que je me dis ici. Maintenant, moi, partout dans le jardin, j'ai des productions de consoude qui me servent à pailler des zones de culture. Surtout potagère, surtout fruitière autour, et elle est généreuse. On parle souvent de plantes vivaces ou de plantes pérennes dans le jardin-forêt, mais quelle est la place des plantes annuelles? Alors, moi je dirais la place de chaque plante, c'est la place qu'on va lui donner. Chacun va produire ce qu'il veut, à savoir que pour moi je définis le jardin-forêt pas comme juste une forêt. D'ailleurs on n'a pas forcément défini qu'est-ce que c'était le jardin-forêt, mais l'idée c'est de se calquer sur une forêt, je dirais même plus globalement sur comment fonctionne la nature. Et dans la nature, il n'y a pas de la forêt partout. C'est des histoires de succession. Il va y avoir des lieux ouverts qui vont se couvrir de plantes de plus en plus ligneuses, de plus en plus hautes, et à un moment ça va se refermer. Mais la forêt, une fois qu'elle est refermée, elle reste pas fermée tout le temps. Il va y avoir des endroits où ça va s'ouvrir. Ce qu'on appelle un chablis, c'est quand un arbre tombe et une clairière qui s'ouvre. Et dans ces clairières qui s'ouvrent, on va revenir sur des anciens cycles où tu vas avoir des plantes ligneuses, herbacées qui vont pousser, qui vont reprendre la place, et la forêt va revenir. L'idée, c'est d'avoir un système qui reprend tous ces écosystèmes-là en mode un peu mosaïque. Tu as de la forêt là, tu as de la prairie ici, entre les deux tu as de la lisière. Et souvent la lisière, c'est même la zone qui est la plus dynamique, la plus productive. La plupart de ce qui nous intéresse, c'est les fruits charnus, les pommes, les pêches, les poires, les cerises. C'est des plantes qui sont plutôt dans les lisières. Les petits fruits, c'est dans la lisière, encore un petit peu plus bas, encore un petit peu plus ensoleillé. Et les légumes, c'est au pied de cette lisière, un endroit ensoleillé, mais avec la forêt pas loin quand même, parce que la forêt produit de la matière organique, coupe les vents un petit peu, humidifie l'air et donc rend l'écosystème un peu plus productif pour les légumes. Si tu fais des légumes en plein champ, sans arbre autour,
et des légumes en plein soleil, mais avec la forêt juste derrière, ces légumes-là vont être plus productifs. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir des plants de courges et de courgettes comme ça, en plein milieu de la journée, en plein soleil, avec les feuilles qui tombent un petit peu parce que il fait trop chaud, il fait trop sec. La plante se met un petit peu en mode off. Là, il fait trop chaud, il fait trop sec, j'attends un petit peu. Et on peut voir à la fraîche, qu'on appelle la fraîche le soir, c'est quand la température rebaisse un petit peu, pouf, les feuilles se relèvent un petit peu. Donc, l'idée, c'est de ramener un petit peu la forêt près des productions de légumes pour que ce soit plus efficace. Et donc, c'est un peu ce qui se passe ici. Si on voit à côté, on a des arbres intégrés dans le système. On va voir quand même beaucoup d'arbres, d'arbustes. Je mets pas mal de lignes de grimpantes au-dessus de mes zones de légumes pour qu'elles finissent par faire de l'ombre. Alors, c'est encore un peu jaune. Là, l'idée, c'est que les vignes viennent vraiment au-dessus. En hiver, ça perd les feuilles, donc le soleil arrive au niveau du sol, c'est cool. Et puis, plus l'été approche, plus ça met des feuilles, plus ça va faire de l'ombre. Et plus le dessous va être productif. Tu parlais de la place que peuvent avoir les légumes. Au niveau des différentes strates, il y a des gens qui ont étudié ça et qui ont essayé de voir quelles sont les strates les plus productives. Et la strate sol et surtout les plantes annuelles, c'est là qu'on a le plus de production. Si tu veux comparer, tu vas avoir des pommiers, tu vas avoir une récolte à l'année, même les vignes, tu as une récolte à l'année. Au niveau de la strate sol, toutes les semaines, tous les mois, tu as des nouvelles récoltes. Tu vas ressemer des radis, tu vas ressemer des salades, tu vas replanter des tomates, des courges. Enfin, toute l'année, tu vas avoir des récoltes. C'est sur cette strate-là qu'on peut vraiment démultiplier les productions. Mais après, c'est pas parce que cette strate est super productive qu'elle va être très productive s'il n'y a plus toutes les autres. Encore une fois, c'est vraiment l'interaction entre les différentes strates qui va faire que tout est équilibré. Donc, avoir des légumes et vraiment bosser sur les légumes, les plantes annuelles, vraiment bosser là-dessus, grâce à tout le reste qui garde le système équilibré, c'est quand même intéressant. Donc, moi, je m'embête quand même tous les ans. Je dis je m'embête parce que la différence entre les vivaces et les annuelles, c'est que les vivaces, tu as un peu d'entretien à faire, un peu de taille à faire, mais ça revient tout seul. Les annuelles, il faut récupérer les graines, il faut les ressemer au printemps au bon moment, il faut les planter au bon moment, tu as quand même pas mal de choses à gérer à côté, mais c'est quand même là qu'on a le plus de nourriture. Qu'est-ce qu'une guilde et comment en créer une? Alors une guilde, c'est un mot que j'utilise parce que le mot me plaît. Je pense que ça me ramène pas mal à une petite période de ma jeunesse où j'aimais bien jouer aux jeux vidéo et à certains jeux de rôle où tu as une aventure et puis tu as certaines missions à réaliser. Mais c'est des missions que tu ne peux pas réaliser tout seul. Tu es obligé de te constituer ton équipe et dans ton équipe, tu en as un qui va être plus efficace dans un truc, un autre qui va être plus efficace dans autre chose. Et puis l'équipe, globalement, est plus efficace que chaque personnage isolé. Et c'est exactement pareil pour les plantes. Dans la nature, on va toujours voir des plantes qui poussent ensemble. C'est rare de voir des endroits où tu n'as qu'une espèce qui pousse. Et donc l'idée, voilà, c'est d'associer intelligemment les plantes. Pour raconter un petit peu comment on crée une guilde, moi j'aime bien parler de la guilde la plus connue au monde, la plus simple et la plus parlante. C'est ce qu'on appelle, la milpa ou les trois sœurs. Donc ces trois plantes, apparemment c'est les Incas qui cultivaient ça. Trois plantes, maïs, courge, haricots. Et du coup on voit le début de la guilde dans les maïs là, les courges derrière. Et chaque plante va rendre service à une et utiliser le service d'une autre. Alors, si on peut la définir simplement, rapidement, le maïs, lui, il va avoir une structure verticale, il pousse en hauteur. Ça, c'est son service. Et son besoin, c'est d'avoir un sol plutôt humide. Les maïs ont besoin généralement d'avoir pas mal d'eau. À côté, la courge, elle, c'est une plante qui va jouer le rôle de couvre-sol. Elle a des grosses feuilles qui font de l'ombre et qui gardent donc le sol plus humide. Intéressant pour le maïs. Par contre, elle, son besoin, c'est d'avoir un sol plutôt riche en matière organique et surtout riche en azote. Et le dernier élément qui n'est pas encore présent ici, mais qui ne va pas tarder, c'est le haricot grimpant. Haricot qui fait partie de la famille des légumineuses. Sans rentrer dans le détail, toutes les plantes de la famille des légumineuses font des associations, des symbioses au niveau de leurs racines avec des bactéries spéciales dans le sol qui produisent de l'azote, qui arrivent à récupérer l'azote de l'air pour en faire de l'azote organique qui est utilisable par les plantes. Et donc cet azote, à terme, il sera disponible pour le reste du système et donc notamment pour les courges. Et donc là, la boucle est bouclée. Le maïs fournit le support au haricot. Ah oui, non, j'ai pas fini. Le haricot, il produit de l'azote, mais il a besoin d'un support pour grimper. Et donc, il grimpe sur le maïs. Donc le maïs, il fait la structure verticale. La courge, elle fait le couvre-sol qui garde le sol humide. Le haricot, il produit l'azote et comme ça, tout le monde y trouve son compte. Donc là, on a une guilde simple avec 3 plantes et donc 3 services différents. Structure, couvre-sol et fourniture d'azote pour le sol. On a vu un peu plus tôt que la consoude, elle va chercher de la potasse en profondeur, elle la ramène en surface. Elle joue aussi le rôle de couvre-sol. Alors chaque plante peut rendre plusieurs services. Donc là, on a encore un service de nutrition de sol. On va avoir des plantes comme les graminées par exemple qui ont plein de petites racines qu'on appelle fasciculées qui vont structurer le sol. Ça, c'est encore un service. On a vu aussi plutôt des plantes mellifères. Ça, c'est encore un service.
plus on a de plantes mellifères dans le système, plus on va avoir de pollinisateurs. Le fait de connaître tous ces services-là va permettre de comprendre selon les plantes qu'on va cultiver, de quoi il y a besoin, selon de quoi a besoin le système. On a des plantes par exemple qui produisent beaucoup de biomasse. L'amarante, le kénopode, est-ce que j'ai de l'amarante là? Pas grave, mais déjà le kénopode, c'est des plantes qui vont avoir des tissus très ligneux si on les laisse bien se développer. Et ces tissus ligneux vont rester présents longtemps dans le sol, produire de l'humus et faire un sol plus riche en matière organique. Par exemple, si on se déplace un tout petit peu, là on est sur ma zone de production de légumes et juste à côté, là on est sur une zone de plantes dont le service est de produire de la biomasse. On a du quoi? J'ai un miscanthus au milieu, j'ai des cannas plantés derrière, j'ai des topinambours ici. Et un peu comme la consoude qui est plantée là-bas, le rôle de ces plantes, ça va être aussi de produire de la matière que je vais faucher et pouvoir amener sur mes zones de culture pour faire monter le taux de matière organique. Donc voilà, l'idée ça va être de comprendre chaque plante, le service qu'elle rend et pour pouvoir mettre tous ces services au service du système et avoir un système globalement plus efficace. Les plantes fixatrices d'azote qui fixent l'azote dans le sol, on dit que l'azote qu'elles arrivent à fixer ne profite qu'à elles-mêmes. Est-ce que c'est vrai ou Alors, oui et non. Là, dans l'exemple que je donnais de la milpa avec le haricot grimpant, effectivement, c'est une croyance. Moi, je dis que ça fixe de l'azote et que ça va nourrir. Alors, j'ai pas dit vraiment que ça allait nourrir la courge. Ça nourrit le système. En vrai, une plante annuelle, elle va prendre de l'azote dans l'air du sol. On dit que c'est l'azote gazeux. Les bactéries vont fixer, récupérer cet azote et le fournir à la plante en échange de sucre. C'est vraiment un échange entre le haricot, là, dans ce cas-là, et ses bactéries. Et le haricot va produire sa propre matière. Et là où ça va le rendre au système, c'est en fin de culture, quand ce haricot, on va le faucher et le laisser se décomposer. Les racines vont se décomposer dans le sol, la partie aérienne va se décomposer sur le sol, et cet azote, l'azote organique contenu dans la plante, il va être rendu au système. Il va servir à la culture d'après. Mais vu que la milpa, cette association, ils la font régulièrement, tous les ans, eh bien, petit à petit, le sol s'enrichit en azote, le système s'enrichit en azote grâce au haricot. Mais dans une culture annuelle, à aucun moment l'azote il est donné directement à l'autre plante. Là, on a ce qu'on appelle un caragagné, qui est encore une plante de la famille des légumineuses, mais vivace pour le coup. Et alors, ça ne marche pas forcément pour les légumes parce que les cultures annuelles n'ont pas toujours le temps de s'associer au niveau des racines. Alors, on pourrait parler encore d'autre chose, c'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Mycorhizes, c'est l'association entre myco de champignons et rhizes, c'est les racines des plantes. Les champignons et les racines des plantes s'associent, se connectent et vont faire des échanges. Il faut savoir qu'au niveau des échanges, les plantes fournissent du sucre à tout ce qui les entoure. Les fleurs, ça produit du nectar pour le pollinisateur qui va venir polliniser. Le fruit charnu et sucré, c'est pour attirer l'animal qui va le manger et propager les graines. Au niveau des racines, les plantes donnent du sucre aux bactéries dans le sol qui vont les nourrir en échange. Et puis les plantes fixatrices d'azote font des symbioses avec des bactéries. Les plantes donnent du sucre à ces bactéries, récupèrent de l'azote en échange. Et avec les champignons, on a la même chose. Les champignons et les racines s'associent. Et puis il y a des échanges qui se font. Les champignons vont chercher de l'eau, vont chercher des minéraux dans le sol. Et la plante en échange donne du sucre. Dans un système plus durable que sur des plantes annuelles où le sol est perturbé, savoir que les champignons c'est des filaments qu'il y a dans le sol. Sur des plantes potagères, on va remuer le sol, on va récolter des pommes de terre, on va gratter pour semer des carottes. Les champignons ne vivent pas très bien là-dedans. Et sur des cultures annuelles, ça n'a pas le temps de s'associer avec les champignons. Mais si on voulait faire des cultures de légumes vivaces, quelles que soient les plantes, qu'elles soient vivaces et qu'elles aient le temps de s'associer avec ces plantes-là, là pour le coup on a des plantes qui produisent de l'azote grâce à leurs bactéries et qui par l'intermédiaire des champignons va pouvoir distribuer un surplus d'azote aux autres plantes. C'est pas forcément comme ça que ça marche dans les potagers. Dans le potager, on va juste dire le fait de cultiver des légumineuses. Donc moi j'ai parlé de haricots grimpants, ça peut être des fèves, des pois chiches, ça peut être de la luzerne pour les engrais verts, les couvre-sols, ça peut être des lentilles, ça peut être des petits pois, voilà, tout ce qui est famille des légumineuses. Ces plantes-là vont pas épuiser le sol en azote puisque elles ont cette symbiose avec des bactéries qui font leur propre azote. Et puis en fin de culture, surtout toujours très important quand la culture est terminée, on fauche la plante et on la laisse au sol. On ne va pas l'amener au compost, on ne va pas l'amener à la jeter plus loin, on la laisse au sol et cet azote qui a été produit à partir d'air va être rendu au système et donc enrichir le système en azote. Donc c'est pas immédiat, mais plus vous mettez de légumineuses dans le système, plus vous allez fournir en azote le système. Quelle est ta gestion de l'eau?
Alors ma gestion de l'eau, à savoir que moi ici, l'eau c'est quand même le gros facteur limitant. J'ai pas d'eau à disposition à volonté ici. Alors dans les accès que j'ai à l'eau, ça va être l'eau du réseau que je paye, hein, qui est pas donnée. J'ai une connexion avec la ferme d'à côté qui a un puits et sur lequel je peux prendre de l'eau quand le puits donne. À savoir que quand je me suis installé il y a 15 ans, il donnait à volonté. Et là aujourd'hui, il y a toujours un moment à la fin de l'année, enfin à partir de l'été et jusqu'à la fin de l'année où il donne pas assez pour que moi je puisse prendre de l'eau. Ensuite, j'ai l'eau de pluie sur laquelle, grâce à laquelle je peux remplir quelques cuves. J'ai des surfaces de toiture et où j'ai des cuves où je peux récupérer un petit peu. En volume de stockage, en tout, avec tous ce genre de cuves là, je dois avoir peut-être 5 ou 6, 7 mètres cubes pour que je fasse le total. Mais voilà, donc c'est vraiment l'idée, moi ça serait de trouver de quoi stocker de l'eau pour pouvoir en avoir plus. J'ai pas réussi encore à trouver le système vraiment qui me satisfait, puisque faire des réserves ouvertes avec faire ce qu'on appelle un lac collinaire ou quoi, il y a beaucoup d'évaporation, et puis ici je suis sur un sol très sableux drainant, donc faut mettre une bâche plastique ou faire avec de l'argile, ça coûte très très cher. Mais voilà, ce genre de retenue d'eau perd beaucoup d'eau, ça perd entre 1 et 2 cm d'eau par jour en plein été quand il fait chaud, quand il fait sec. Donc au moment où il y en aurait vraiment besoin, c'est le moment où il y aura quasiment plus d'eau dans la réserve, donc c'est pas ça le plus intéressant. L'autre système, ça pourrait être de récupérer ces eaux de pluie d'écoulement pour remplir des cuves. Alors le plus rentable au niveau volume stocké par rapport au prix, c'est ces citernes carrés rectangulaires là qui fermés, c'est un genre de coussin qui se gonfle. Mais c'est du plastique aussi, donc pour l'instant c'est pas top. Mais voilà, donc pour l'instant j'ai pas vraiment de grosses réserves. J'utilise l'eau du réseau quand vraiment j'ai rien d'autre. Mais mon idée c'est plutôt d'économiser, d'avoir besoin de moins d'eau possible. Et donc pour ça, les techniques, ça va être déjà de mettre beaucoup d'arbres autour du jardin pour couper les vents, avoir un vent un peu plus humide. C'est ce dont on parle depuis le début, le fait de mettre des haies, le fait de mettre des arbres, tu as moins de besoin en eau. Faire monter le taux de matière organique du sol pour avoir plus l'effet éponge de la matière organique et plus de réserve en eau. Ensuite, cultiver certains types de plantes à certains moments, à un moment où il y a encore de la réserve en eau, faire beaucoup de cultures en début d'année et puis reprendre rapidement les cultures en fin d'année quand les pluies reviennent. Ça va bien marcher. Et puis faire de l'ombre. Faire de l'ombre sur les cultures. Là on le voit bien sur les légumes où on était derrière, il y a une pergola autour pour faire grimper du raisin. Il y en a une autre là-bas. À l'intérieur de la serre, on pourra aller voir, j'ai mis des grilles au-dessus des cultures pour que des plantes grimpantes puissent aller faire de l'ombre. L'idée c'est vraiment d'ombrager le plus possible les plantes. Les plantes grimpantes font de l'ombre, dégagent de l'humidité, évaporent de l'eau et rendent l'air un peu plus humide et un peu plus viable pour les cultures qui sont en dessous. Voilà. Et puis après stocker de l'eau, ça on y viendra plus tard. Et est-ce que tu te diriges aussi vers des plantes plus résistantes à la sécheresse comme l'amandier par exemple? Alors ouais, c'est toujours l'idée. Après j'avoue que là je suis pas à fond moi dans les recherches de c'est quoi qui va être le plus résistant. Mais cette recherche elle se fait, j'allais dire à mes dépens, sans que je l'ai forcément voulu. On a eu une grosse année de canicule l'an dernier et j'ai bien vu qu'est-ce qui est le plus résistant. Les vignes tiennent très très bien ici. Il y a certaines plantes qui tiennent pas mal, parce que j'en ai une liste là. Les pommiers par exemple tiennent très très bien, certains pommiers ont mieux tenu que les chênes sauvages qu'il y a autour. Donc l'idée c'est, je travaille en permaculture, je l'ai dit au début, c'est observer. Un des premiers principes en permaculture, c'est observer et ensuite interagir. Donc même sans faire de recherche, faire d'études de qu'est-ce que c'est qui est plus résistant à la sécheresse, plus résistant à la chaleur, plus résistant à certains types de sols, je fais pas ces recherches-là, mais plus j'observe ce qui se passe ici. Puisque ce qu'on va trouver dans les bouquins sur les plantes, ou sur les sites internet, tout ce qu'on va trouver sur les plantes, c'est pas toujours clair sur dans quel contexte elle a ces caractéristiques-là. Alors que dans le réel ici, moi ma base c'est plutôt, je plante le plus de choses possible, le plus d'espèces, le plus de variétés possible pour chaque espèce. Et puis après, dans la pratique, je vois bien qu'est-ce qui tient pas. Quelque chose qui tient pas, je supprime. Quelque chose qui tient moyennement, si je peux, je supprime aussi. Et quelque chose qui tient bien, là pour le coup, je vais vers ça. Et puis, s'il y a un type, la kébia par exemple, on a vu la kébia quand on s'est baladé au début du jardin, la kébia tient très très bien. Et quand on trouve une espèce qui tient bien, on va ensuite pouvoir aller fouiller dans les différentes variétés qui existent dans cette espèce-là, et on va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est une façon de s'adapter. Et encore une fois, il y a l'écosystème que tu vas pouvoir faire évoluer. Quelque chose qui tient moyennement, que je ne vais pas cultiver parce que ça tient moyennement, peut-être que quelques années plus tard, il y aura plus de matière organique, les arbres feront plus d'ombre, couperont plus le vent. On va créer des petits écosystèmes, des microclimats
qui sont un peu différents et petit à petit on va améliorer ou élargir la palette de possibilités de culture qu'on va pouvoir faire grâce à l'écosystème qui évolue. Pendant combien de temps arroses-tu la plante? Tu vas l'accompagner pendant 2 ou 3 ans et après tu te dis soit elle se débrouille, soit elle meurt, ou alors tu vas continuer à l'arroser en sachant que si tu continues à l'arroser, tu risques de la biberonner toute sa vie. Et ouais, bah c'est ça l'idée. Bah là, tu as déjà pas mal dit de choses dans la question, c'est vraiment ça. Moi. Je dirais, de base, j'arrose une fois. J'arrose à la plantation. Encore une fois, l'eau, c'est vraiment ma ressource limitante ici. Je sais pas si on voit la quantité de plantes qu'il y a, d'arbres que je plante tous les ans. Alors je vais essayer de ne pas en planter trop chaque année, puisque bah, toutes ces plantes, au moins le premier été, peut-être il y aura besoin de les arroser. Donc l'idée c'est de planter au bon moment. Bon moment, ça va être pour les arbres, c'est que ce soit en racine nue ou en conteneur, pour moi ça fait pas énorme différence. Mais on arrose au moment de la plantation, et puis ensuite on n'arrose plus, et normalement on n'arrose plus du tout. Donc si l'arbre est planté au bon moment, en automne il a tout l'hiver pour s'enraciner, et au printemps il est censé être plus ou moins autonome. Après, je dirais que ça dépend de quel type de plante. Un arbre auquel je tiens, que j'ai envie de chouchouter, un arbre qui est assez rare, qui est difficile à trouver. L'an dernier, ma petite tournée que j'ai fait des jardins forêts de France, où il y a des copains qui m'ont offert des trucs un petit peu rares, un peu introuvables. J'avoue que ces plantes-là, je vais pouvoir les chouchouter. Je vais peut-être même pouvoir les arroser le deuxième été encore. Mais si, au bout d'un moment, il faut l'arroser, au bout de 3-4 ans, il faut encore l'arroser l'été, dis-toi que si tu fais ça pour un arbre, 10 arbres, 100 arbres, c'est... Quand tu arroses un arbre l'été, c'est pas un petit arrosoir que tu lui mets. Si tu veux vraiment l'arroser, tu dois lui mettre 30, 40, 50 litres d'eau pour que l'eau aille en profondeur. Si tu dois faire ça pour beaucoup d'arbres, ben c'est fini. Tu vas passer ton temps à faire que ça, tu vas passer tout ton eau à faire ça. Donc un arbre qui au bout de 2-3 ans tient pas, même si c'est un arbre auquel je tiens, là à partir de ce stade, j'accepte. Cet arbre va pas tenir, va pas être autonome, il n'a pas sa place ici. Je pourrais essayer de faire pousser des manguiers, des bananiers, des trucs comme ça. En les arrosant, en les protégeant, en les chauffant l'hiver, il y aurait moyen. Mais là, on n'est plus du tout dans la permaculture. L'idée de la permaculture, c'est la moindre petite action pour le plus gros effet. Et un arbre qui a besoin d'être juste arrosé à la plantation, qui tient, c'est bien. Un arbre qui a besoin d'être entretenu 1 an, 2 ans, ça passe. Un arbre qui a besoin d'être entretenu toute sa vie, ça passe plus du tout. Après, il y a plein de petites techniques quand même pour améliorer ça. Ça va être le fait de mettre un arbre à l'ombre d'un autre pour qu'il ait le temps de s'enraciner plus facilement. Le fait de jouer sur l'équilibre entre la végétation et les racines. On va parler de trogne. Le fait de... Est-ce qu'on a une trogne pas loin là? On a un frêne juste derrière. Tiens, vas-y, on va tourner un petit peu. Donc, on pourrait faire ça pour un fruitier aussi, on pourrait faire ça pour beaucoup d'arbres. L'arbre va pousser à faire beaucoup de feuillage et au printemps, le fait de tailler toutes ces branches, il a un gros système racinaire, il n'a pas beaucoup de végétation, il va refaire beaucoup de branches, il va quand même faire une belle croissance parce qu'il a été taillé, mais il ne va pas faire un volume de feuillage aussi important que si on n'avait rien taillé. Du coup, on crée un petit déséquilibre qui fait que la ressource en eau, il a assez de racines pour fournir le peu de feuillage par rapport à ce qu'il devrait avoir normalement. Donc, pour lui, c'est super intéressant de lui faire ça par rapport à la demande qu'il a en eau, mais le fait de placer des trognes dans l'écosystème et d'avoir un écosystème équilibré avec des arbres bien développés, avec chacun l'eau qu'il lui faut, et s'il y a une année où on pense qu'on va avoir moins d'eau, cette année-là, on va trogner certains arbres, qui fait que tout d'un coup, ça va refaire ce déséquilibre par rapport au système à côté aussi. Un arbre à côté qui aurait eu sa quantité d'eau pour lui, et l'arbre pas trogné à côté aurait eu sa quantité d'eau, tu trognes cet arbre, du coup, il va avoir besoin de moins d'eau, il va moins en prendre, il va en laisser plus pour celui d'à côté. Donc le fait de placer des trognes dans son jardin va aider en eau, et puis en plus, les branches qu'on va couper, qu'est-ce qu'on en fait? On les met au sol. Ça va jouer le rôle de paillage pour cette année-là, donc l'eau va moins s'évaporer, ça va produire de l'humus, donc ça va faire plus éponge dans le sol. Ça a plein d'impacts différents. Le fait de faire des trognes pour la gestion de l'eau, je pense que ça peut être un truc intéressant, qui n'est pas beaucoup travaillé encore, mais qui est une des solutions. Parce que là, il va falloir vraiment bosser sur différentes techniques pour mieux gérer son eau, parce qu'on en a pas de moins en moins, globalement sur l'année on en a toujours autant, mais sauf qu'elle est tellement isolée sur les parties d'hiver et qu'en été on a de moins en moins d'eau qu'il va falloir vraiment bosser sur comment combler ce besoin-là. On pense souvent que le jardin forêt n'a pas besoin d'entretien. Est-ce que c'est vrai? Je peux faire une réponse courte et dire non. non, c'est pas vrai. Ça va pas être du tout le même entretien que si on fait un potager où là il faut tout refaire tous les ans. Un jardin forêt, alors il va y avoir différentes étapes aussi. L'installation de jardin forêt, c'est beaucoup de plantation, beaucoup de désherbage, beaucoup d'arrosage. Et une fois que c'est en place, je dirais on a
différentes strates, hein, des arbres, des arbustes, des couvre-sols, des plantes annuelles. Et on va être un peu le chef d'orchestre qui va définir qu'est-ce qu'on veut qu'il soit productif. Tout peut pas être productif en même temps. Si on a des arbres qui font une canopée un peu fermée, qui font beaucoup d'ombre, bah les couvre-sols, les légumes en dessous vont pas pouvoir produire. Donc si une année on veut se dire tiens on veut beaucoup de légumes, on va tailler les arbres pour faire rentrer un peu de lumière en dessous. Ensuite chaque plante, là on va rester plutôt sur le vivace d'abord. Chaque plante va avoir une façon de pousser différente et une façon de produire différente. Un pommier, s'il n'est pas taillé, certains pommiers vont produire beaucoup de pommes une année, pas beaucoup de pommes l'autre année, ce qu'on appelle l'alternance. Ben, sur ces pommiers, on va avoir besoin de les tailler un petit peu pour qu'ils produisent de manière équilibrée. On peut ne pas les tailler et puis avoir un an sur deux, beaucoup de petites pommes et puis un an sur deux, pas beaucoup de pommes. Si on veut des plus grosses pommes, il va falloir tailler quand même. D'autres pommiers n'ont pas besoin d'être taillés pour pas avoir cette alternance, mais un arbre classique va avoir différents stades de développement. Et il va arriver un moment où ils vont atteindre ce qu'on appelle la sénescence, ils vont finir par mourir. Par la taille, on peut rallonger un peu cette durée de vie. Sur les petits fruits, il va avoir une façon de produire aussi qui va être différente si on les taille et si on ne les taille pas. Et on va avoir des productions qui seront plus importantes si on taille. Si tous les ans tu tailles tes cassis, tes groseilles, et que tu gardes que les jeunes pousses, tous les ans ils vont te faire plein de nouvelles pousses qui vont faire plein de fruits l'année d'après, et cette année-là ils vont te faire plein de fruits. Donc on peut ne pas tailler et avoir quelques récoltes comme ça, comme on va trouver dans le milieu naturel, ou alors par la taille on peut décupler ses productions. Bon, ça c'est pour les plantes vivaces. Au niveau de l'entretien, il y a tout ce qui est désherbage, mais ça c'est surtout au début, désherbage parce que les graminées, il y a beaucoup de plantes herbacées, de ronces, de pruneliers qui veulent venir reprendre possession du lieu. C'est nous par la taille, par le désherbage qu'on va pouvoir dire nous on veut ça et nous on veut pas ça. Si on veut faire des plantes annuelles, tous les ans il va falloir récupérer les graines, il va falloir les semer au printemps au bon moment, il va falloir préparer le sol, faire ses plantations ou faire ses semis pour les semis directs. Donc il va y avoir quand même beaucoup de boulot à faire, mais c'est vrai que globalement l'idée d'un jardin forêt c'est qu'une fois qu'il est bien installé, il produit sans qu'il y ait besoin de trop d'entretien. Par contre, sans entretien du tout, ça va revenir vers un milieu très dense, avec des plantes très imbriquées, et ça sera pas très facile d'aller récolter. Et plus c'est comme ça, plus c'est peut-être les oiseaux, ça peut être un milieu fermé, ça va être les écureuils qui vont récupérer les noisettes à notre place. Donc l'idée de l'entretien c'est quand même de faire en sorte que ce soit stable, riche, productif, mais intéressant pour nous aussi. Et si on fait aucun entretien, ça va être très vite compliqué. Ne serait-ce qu'entretenir des chemins pour pouvoir aller se déplacer dans le jardin, sans rien faire, ça marche pas. Comment intègres-tu les animaux dans ton jardin forêt ? Alors, je dirais que j'ai différents niveaux d'intégration. Déjà, j'ai un parc ici qui est fermé, qui est électrifié pour protéger les prédateurs. Ça fait un moment que j'ai des poules, des canards, des oies, que des oiseaux. J'ai jamais eu autre chose que des oiseaux. J'aime bien les plumes, les animaux à plumes. Et j'ai eu pas mal de dégâts par rapport aux renards, fouines qui venaient me manger mes animaux. Donc là, depuis un moment, arrête d'attaquer ta poule, toi. Non mais oh. Et donc là, voilà, l'idée c'est vraiment de les protéger des prédateurs. Et donc elles ont leur parc là, qui est assez grand, qui doit faire peut-être 40, 50 mètres de long, 50 mètres de long sur plus de 20, 30 mètres de large. Donc là, c'est l'endroit où elles sont parquées la plupart du temps. Quand je suis pas là, quand je suis absent ou quoi, elles sont enfermées là. Et ça arrive souvent que le reste du temps, j'ouvre la porte pour qu'elles puissent être en liberté sur le reste. L'idée, c'est vraiment de voir comment ça va réagir, comment le lieu va réagir ici par rapport aux animaux. À savoir que chaque animal va avoir des actions différentes. Là, les poules, on voit, elles grattent. Les canards, les coureurs indiens, on devrait les voir après, là, ils font leur pause là-haut. Les coureurs indiens, ça mange beaucoup de limaces. Les oies, ça broute beaucoup d'herbes. Donc chaque animal va avoir un impact sur le lieu. L'idée, c'est déjà de voir ici comment ça agit quand les animaux sont en continu dessus. Et puis sur le reste du jardin forêt, j'ai envie que ce soit moi qui définisse les moments où ils sont présents. Pouvoir les amener dans le jardin, les parquer sur une certaine zone. Par exemple, je pourrais me dire, si une zone, je veux faire des semis directs, je veux avoir un sol à nu. Je vais mettre un petit parc et y mettre les poules pendant quelques jours, elles vont gratter, elles vont mettre le sol à nu. J'aurai plus qu'à enlever les poules et puis ensuite ça sera intéressant. Pareil pour les canards, si je veux faire des cultures sensibles aux limaces, je peux amener mes canards pendant quelques jours sur la zone qui vont peut-être pas manger toutes les limaces, mais en tout cas réguler un petit peu. Ensuite je les enlève et je fais mes cultures. Donc ça pourrait être utilisé comme ça aussi. L'autre utilisation que j'ai, c'est pour les déjections, à savoir que un petit peu de biologie vite fait. Les oiseaux, c'est des animaux qui sont monotrèmes, c'est-à-dire ils ont un seul trou.
ils font alors les œufs, mais ils font leur déjection fécale et l'urine par le même orifice. C'est pour ça que les déjections des oiseaux sont hyper riches. Le guano, les crottes de poule, faut pas en mettre trop dans le jardin, sinon c'est hyper nutritif. Rien à voir avec le crottin de cheval qui est beaucoup moins nutritif, c'est que des matières fécales. Si tu mélanges du crottin de cheval et de l'urine de cheval, peut-être tu as quelque chose de riche. Ben, les oiseaux, les déjections des oiseaux, c'est hyper fertilisant. Donc pour les poules, on pourra aller voir le système que j'ai mis en place, l'endroit où elles dorment la nuit, c'est surélevé, je peux passer une brouette en dessous et de temps en temps, j'ai juste à récupérer le guano. Et ce guano, ben, je veux le mettre sur mes cultures gourmandes, de temps en temps, une petite poignée de temps en temps, et c'est nutritif. Les oies, les canards, c'est une autre technique. Puisque les oies et les canards ne dorment pas dormir dans un endroit fixe la nuit et elles se perchent pas surtout pour que je puisse moi récupérer le guano en dessous. C'est soit ça chie par-ci par-là, soit ça va dans l'eau. Donc derrière là j'ai un petit bassin dans lequel les oies et les canards adorent aller se baigner. Et au début ça m'emmerdait un petit peu et puis au final ça remet un petit peu, tiens, on peut parler d'un principe en permaculture qui est le problème devient la solution. Tu vois un souci ou un fait sur un système et tu vas voir comment ce fait tu pourrais l'utiliser à ton avantage. Donc le bassin pour les canards et pour les oies, de temps en temps je le nettoie parce que c'est sale et elles y vont plus. Et quand c'est propre, les oies et les canards vont dedans et le premier truc qu'une oie ou un canard fait quand elle va dans de l'eau propre, c'est chier dedans. Et au début je me dis mais putain mais je viens de te mettre une eau propre, le premier truc que tu fais en y allant dedans c'est chier dedans. Ben, c'est un truc naturel et dès que ça va dans l'eau ils font ça. Et donc il arrive un moment où cette eau est sale. Et d'ailleurs, je peux essayer de te montrer là. Il n'y a pas assez de pente ici, donc je vais essayer de trouver des endroits un peu plus en pente pour pouvoir mieux l'utiliser. Mais donc voilà, c'est ces bassins. C'est des abreuvoirs hein, pour les animaux. Avec un endroit où je peux ouvrir ici pour le vider. Donc les oies et les canards vont se baigner dedans et salir l'eau. Et une fois que l'eau est bien sale, quand les oies et les canards n'y vont plus dedans, c'est que l'eau est trop sale. Et ben j'ai juste à ouvrir ce bouchon. L'eau se... Non, je suis en train d'abîmer mon châtaignier. L'eau se vide et va inonder une zone que je vais pouvoir utiliser pour faire des cultures gourmandes, des légumes, des trucs comme ça. Donc là pour l'instant c'est pas encore en place ici. Ça je suis plus en train de le travailler dans le jardin. Mais l'idée c'est voilà, c'est d'utiliser le fait que les canards, les oies salissent l'eau pour utiliser cette eau ensuite pour irriguer une zone qui va être intéressante. Alors là on va voir comment je peux utiliser ce qui se passe avec les animaux. Alors là par exemple les poules dorment ici la nuit. Tac. C'est-à-dire que les poules préfèrent pondre au niveau du sol et dormir en hauteur. Naturellement, elles pondent sur le sol et elles vont se percher sur les branches pour dormir. Donc là où elles dorment, c'est ici. Là, ça fait 3-4 jours que je ne l'ai pas nettoyé. Du coup, il y a pas mal de creux dedans. J'ai juste à glisser ma brouette ici. Et puis venir récupérer le guano. Hop. Bon, là c'est mélangé avec de matière organique, je vais faire du compost avec. Mais voilà, d'habitude je récupère vraiment ce guano tout seul, j'ai des grosses réserves de guano et je vais balancer ce guano sur mes zones de culture gourmandes. Autre chose, c'est qu'une fois que j'ai tout gratté, je nettoie avec un jet d'eau pour éviter les poux rouges et tout ce genre de trucs. Et l'eau qui coule va ruisseler ici et nourrir, arroser une zone. Où là j'ai mis des plantes gourmandes. Premier concombre qui arrive, j'ai une loufa, courge éponge, voilà, j'ai pas mal de choses, de plantes gourmandes ici qui vont être nourries par cette eau qui coule. C'est vraiment ce principe en permaculture de le problème devient la solution. Quoi qu'il se passe dans ton système, tu vas pouvoir utiliser ça. J'ai le même genre de truc, est-ce qu'on le voit là? Tous les éléments du système vont avoir un impact, vont rendre, c'est un peu comme on l'a vu sur les guides où chaque plante va rendre différents services, on va utiliser ces services pour rendre le système plus résilient. Là c'est une citerne d'eau, quand je remplis mes cuves ça m'arrive souvent, au début ça m'arrivait souvent de me planter, de laisser déborder, quand j'allume le robinet je laisse se remplir et ça déborde un petit peu, à chaque fois maintenant au bord de mes cuves, j'ai une vigne qui pousse derrière, là j'ai une citronnelle, et chaque fois que j'ai une cuve qui déborde, que j'oublie d'éteindre le robinet à cette eau, ça déborde, cet oubli fait qu'il y a quelque chose qui va mieux pousser à côté. La citerne d'eau, il y a une certaine inertie au niveau de la température avec l'eau. Il faut savoir qu'ici, je suis dans une région où j'ai des fois moins 10, moins 15 l'hiver. Là, on a eu un moins 9, moins 10 cet hiver. La citronnelle de Madagascar, là, ça tient pas le gel. Hein. À 0 degré, normalement, ça meurt. Juste à côté de la cuve d'eau. La cuve d'eau, elle a beau geler un petit peu en surface. Toute la cuve, ça fait pas un gros glaçon. En dessous de la couche de glace, l'eau ne gèle pas. Si l'eau ne gèle pas, c'est qu'elle est au-dessus de 0 degré. Ça veut dire que là, autour de cette zone-là,
j'ai une zone qui est hors gel. Même s'il fait moins 10 ici, j'ai une zone qui est hors gel à côté. Donc ça me permet de cultiver voilà, ce genre de plantes-là. Pratique. On dit que le sol est vivant. Comment comprendre et expliquer cela? Comment respecter cette vie du sol? Alors comment comprendre? Je pense qu'en observant déjà, en étudiant, en lisant, il y a plein de sources pour aller voir un peu comment ça se passe la vie du sol. Mais déjà en allant regarder. Et donc on va voir dans ces ronces-là qui sont un élément les plus importants pour moi, pas forcément la ronce, mais en tout cas c'est parti ces zones buissonnantes. À savoir que ronces, églantiers, toutes ces plantes ligneuses, épineuses, elles arrivent dans les successions végétales à un stade où... alors est-ce qu'on reprend peut-être les successions végétales de la base? Et comme ça on va voir à quel point ce stade-là est important pour ce qui va se passer ensuite. À savoir que la nature cherche toujours à atteindre son point le plus équilibré, le plus stable, et on appelle ça le climax. C'est le stade pas terminal, et c'est un stade théorique, parce que ça va jamais s'arrêter à ce stade-là, mais en tout cas c'est toujours vers là que cherche à aller la nature. Et ici, en zone tempérée, en France, mais dans toutes les régions tempérées du globe, ce climax, ce stade stable, presque final, c'est la forêt. Donc la nature cherche toujours à avoir une forêt en place, puisque ça c'est stable. Donc si on prend les successions, on part d'une prairie, d'un endroit où il n'y a pas grand chose qui pousse au début, avec surtout des graminées. Ça va être, l'idée c'est de produire du sol. On va avoir des plantes qui poussent très très vite au début. On va avoir les graminées avec des systèmes racinaires fasciculés, c'est plein de petites racines, on en parlait juste avant, sur des racines qui vont structurer le sol mais qui vont jouer le rôle de filet un peu, qui vont tenir ce sol. Et ensuite on va avoir des plantes qui vont être de plus en plus ligneuses, donc les ronces, les églantiers. Et le rôle de ces plantes-là, c'est de créer ce genre de petits écosystèmes. On va avoir des ronces qui peuvent être même beaucoup plus grandes que ça, c'est des ronces qui restent plus ou moins à cette taille. L'objectif de cet écosystème-là, c'est de protéger cette zone. À savoir que dans les zones de prairies, les graminées, toutes les plantes qui poussent avant, c'est des plantes qui peuvent être mangées, qui peuvent être broutées par les animaux. Et c'est pas un souci, il y a une graminée, plus elle est broutée, plus ça va faire de feuilles, plus ça va se développer. À ce stade-là, l'idée c'est d'empêcher les animaux de brouter. Donc les plantes de lisière sont riches en tanins, déjà, c'est un élément qui est dans la plante qui empêche la plante d'être digérée, donc les animaux broutent pas trop ça. Et en plus c'est épineux, donc les animaux vont pas traverser les ronciers, ils vont plutôt faire le tour. Donc à l'intérieur de ça, il n'y a pas de gros animaux qui vont, par contre il y a des petits animaux, les oiseaux, il y a des petits mammifères qui y vont. On a vu, juste avant on a vu dans la basse-cour, les déjections des oiseaux sont hyper nutritives. Donc là on a un endroit qui est plus piétiné, dans lequel les oiseaux vont pouvoir aller nourrir avec leurs déjections. Dans les déjections des oiseaux, qu'est-ce qu'on va trouver aussi? Les oiseaux, ça se nourrit souvent de petits fruits. Ça digère le fruit, ça digère la partie charnue, par contre ça digère pas la graine. La graine se retrouve dans la déjection. Et au milieu de ça, on va avoir des arbres qui vont pousser. Alors là, on est dans mon jardin. On serait en lisière, on verrait des pruneliers pousser, on verrait des aubépines pousser, qui sont les premiers arbres qui vont avoir un développement très rapide. Encore une fois, c'est épineux, ça protège la zone. Et derrière ça, on va avoir des arbres qui vont pousser. Mais ce qui va se passer au niveau du sol, parce que la question c'est sur le sol à la base, ce qui va se passer au niveau du sol, on pourrait essayer de faire un comparatif. Là, je peux essayer de prendre une poignée là, voilà. Je sais pas si tu as vu, j'ai galéré pour la prendre, le sol il est compact ici. Alors on va garder ça. Et je vais essayer d'aller prendre une poignée de terre là-dedans. Alors on va pas pouvoir voir ce qui se passe, mais je vais juste essayer d'aller le plus loin possible et de ramasser de la terre en dessous. Voilà. Ah oui, rien à voir. Donc là, si on regardait avec une loupe, ça grouille de vie là-dedans. On voit qu'il y a des filaments de champignons. On voit qu'il y a des micro-arthropodes. On voit que la terre est un peu plus sombre aussi. Au niveau de la structure, c'est très très léger. Donc voilà, la terre est beaucoup plus riche dans ces zones-là, beaucoup plus structurée. Et la vie qu'il y a là-dedans. Alors est-ce qu'on fait tout le cycle de la vie qu'il y a dans la terre? La matière organique va avoir des cycles pour que les plantes puissent se nourrir. Les plantes se nourrissent d'éléments très très fins dans le sol, d'éléments minéraux. Et tout le reste de la vie va se nourrir soit de plantes, soit d'animaux qui se nourrissent de plantes. Il y a tout un cycle qui va se mettre en place. Les débris végétaux, les animaux, tout ce qui va tomber sur le sol, ça va être fragmenté, ça va être mangé par des arthropodes, ça va être mangé par différents vers qu'on peut trouver dans le sol. Et cette matière organique, en se fragmentant en morceaux de plus en plus petits, va finir par être consommée à terme par les bactéries et qui va transformer toute cette matière organique en éléments minéraux très très fins qui vont être remangés par les plantes. Tous les êtres vivants du sol sont importants.
On pourrait essayer de les classer. Là, on a vu tout ce qui est fragmenteur qui va produire de la matière organique, les décomposeurs, on pourrait les appeler aussi. Il y a les bioturbateurs, ça c'est les vers de terre qui vont mélanger ce sol, qui vont prendre de la matière organique en surface, prendre de la terre en profondeur, mélanger tout ça. Et puis ensuite, il y a tout ce qui va assurer l'équilibre, les parasites, les prédateurs, qui vont se manger entre eux. Dès qu'il y a une espèce qui pullule, c'est celle qui va se faire manger le plus. Et tout ça, ça va assurer un équilibre qui fait que le sol est fertile comme on le connaît. Mais si on n'a pas tout ça, on a une agriculture aujourd'hui qui sait combler ce déficit-là en nourrissant directement les plantes avec des engrais minéraux. Mais la vie le fait très bien sans qu'on ait besoin de se fatiguer à le faire. Donc déjà, je pense pour savoir comment protéger, comment prendre soin de tout ça, déjà s'y intéresser, savoir comment ça fonctionne. Et puis l'autre façon de le voir, ça serait aussi de se dire mais c'est tellement plus rentable de laisser faire la vie que de devoir payer des engrais, payer des intrants en ayant le risque de 3 mètres, pas 100 mètres, polluer. Enfin, ça marche pas. Enfin, pour moi, c'est pas super efficace cette agriculture-là. Alors que la vie du sol fait très bien le boulot. Donc s'intéresser à ça, déjà c'est beau de se dire que la vie fonctionne. Et puis c'est beaucoup plus rentable. Pourquoi est-ce que c'est important de favoriser la biodiversité? Parce que c'est à la base de tout l'équilibre et de toute la production du système. Alors déjà, biodiversité, c'est bien de savoir la définir. Qu'est-ce que c'est biodiversité? Souvent, la première réponse qu'on va avoir, c'est beaucoup d'espèces différentes. Ça, c'est un premier niveau de définition. Je dirais qu'il y a 3 niveaux. Biodiversité interspécifique, c'est-à-dire entre espèces, le fait d'avoir plein d'espèces. Ça, c'est une première définition. Si on va voir l'arche de Noé, il était malin, il a pris un couple de chaque animal pour qu'il puisse se reproduire. Mais là, on a juste un niveau interspécifique. Il y a plein d'espèces, mais il y a un couple par espèce, c'est pas assez. La biodiversité intraspécifique ou génétique, c'est le fait d'avoir une grosse population pour chaque espèce. Donc il aurait fallu qu'il fasse Noé un bateau beaucoup plus grand pour, au lieu de prendre un couple par espèce, qu'ils prennent toute une population pour chaque espèce. Là, du coup, il aurait fallu vraiment un bateau beaucoup plus gros. Et le troisième niveau de définition, c'est la biodiversité écosystémique. C'est-à-dire plein d'écosystèmes différents, puisque dans chaque écosystème, il va y avoir tout un panel d'espèces qui va habiter, mais toutes les espèces ne sont pas adaptées à tous les écosystèmes. Par exemple, dans une prairie, on va avoir un certain nombre d'espèces. Dans une forêt, on va avoir un certain nombre d'espèces, mais les deux ne vivent pas, ceux de la forêt ne vivent pas dans la prairie. Et si on a plein d'écosystèmes côte à côte, on va avoir des zones qu'on appelle les écotones en biologie, ou les lisières. En jardin forêt, on va parler de lisière, c'est la zone qui fait la jonction entre deux écosystèmes. Dans la prairie, on va avoir un certain nombre d'espèces, dans la forêt un autre, et dans la lisière entre les deux, on va avoir celle de la forêt, celle de la prairie, et encore tout un tas d'espèces qui sont vraiment adaptées à cet endroit-là qui est dynamique. C'est souvent l'interaction entre deux choses qui fait que c'est dynamique. Et ça, on pourrait même l'appliquer, ce principe-là de lisière, on peut l'appliquer à plein de milieux, de choses différentes. Si on reste au jardin forêt, l'idée c'est d'avoir plein de petits écosystèmes, une zone boisée, on a vu qu'il y a des mares, faire un tas de pierres. Dans les tas de pierres, il y a plein d'espèces qui vont nicher, qui vont passer l'hiver dedans parce que les pierres gardent une certaine inertie au niveau de la température, un endroit un peu plus frais ou un peu plus chaud l'hiver. On peut avoir des tas de bois qui vont avoir un peu le même intérêt, mais dans le bois il y a des insectes qui vont nicher, des insectes ou autre chose, des tas de sable, des tas de terre. Et plus on a d'écosystèmes différents dans son jardin, plus on va avoir d'espèces qui sont affiliées à ces écosystèmes-là. Et ensuite, garder les végétaux. Alors, on parlait encore de chaîne alimentaire où à la base de toutes les chaînes alimentaires on a des plantes. C'est pas la peine de ramener des coccinelles, c'est pas la peine de ramener des hérissons dans vos terrains. Par contre, faites des tas de bois, faites des tas de pierres et intégrez plein de végétaux différents. Tous les végétaux, plein de végétaux qui vont héberger par exemple des pucerons vont attirer les coccinelles. Des tas de bois vont attirer les hérissons et puis plein de végétaux différents qui attirent les limaces pour que les hérissons aient de quoi manger. C'est juste par les écosystèmes qu'on va pouvoir créer et par les végétaux plus diversifiés possibles qu'on va intégrer dans son jardin qu'on va attirer tout le reste. Et là, on va avoir quelque chose qui va pouvoir être efficace. Alors là, on parle de ça juste devant un hôtel insecte. Je peux dire 2 minutes à quel point j'aime pas ça. C'est un hôtel insecte qui a été fait ici il y a des années, que j'ai pas. À une époque, on le remettait à jour tous les ans, on refaisait un peu les différents éléments. Mais j'étais fan de ça à une époque parce que je me disais oui c'est cool, ça va attirer plein d'espèces d'insectes différents. Et puis après je me suis dit bon c'est pas super intéressant parce que ça suffit pas, mais ça a au moins une visée pédagogique où on peut montrer aux gens les insectes que ça attire. Mais pour moi ça n'a pas du tout de visée pédagogique depuis que j'ai vu à quel point ce phénomène de mode qu'il y a autour de l'hôtel insecte. Et on voit des fois des parcs dans lesquels il y a l'hôtel insecte avec le petit panneau qui explique grâce à cet hôtel insecte on attire plein d'insectes.
Et puis quand on regarde le parc autour, l'herbe est bien tondue, c'est bien propre, bien nettoyé. Ou voire des fois il y en a dans les villes où c'est gavé de produits phytosanitaires pour soigner les plantes, qu'elles soient jolies. Mais grâce à ça, on a quand même les insectes. Mais de se dire que grâce à ça, on va pouvoir dire aux gens, vous avez vu, il y a des insectes et puis grâce à ça, on peut faire de la merde autour. Ben non, c'est pas du tout pédagogique, c'est pas ça qu'il faut. Et puis en plus, c'est des différentes cases qu'il y a avec là du bois, là de la paille, là des pierres. Les insectes sont tellement rapprochés les uns les autres que souvent ils se bouffent entre eux. Des fois je me marre, tu vois, il y a un lézard qui est posé là ou qui est posé là au-dessus. Et il attend qu'il y ait l'abeille qui vienne dans son trou pour la choper. Une araignée qui fait sa toile juste devant parce qu'il sait que là ça circule. Enfin, c'est tellement rapprocher les choses que ça crée des conflits. C'est pas, dans la nature, tout n'est pas aussi rapproché. Par contre, au lieu d'avoir une petite bûche là, d'avoir un gros tas de bois dans un coin, moi j'ai des amis jardiniers qui savent pas quoi faire, ils vont faire de l'entretien de jardin, ils débroussaillent, ils savent pas quoi faire de leur matière. Je fais des tas de broussailles autour de mon jardin, des tas de bois. Quand j'ai des pierres, je fais des tas dans un coin. Ça, c'est intéressant, c'est isolé et puis c'est un peu partout dans le jardin. Et c'est pas juste en se disant qu'on a mis quelque chose dans un coin qu'on n'est pas obligé de le faire autour. Il n'y aura jamais assez d'insectes dans un petit truc comme ça pour assurer un équilibre sur un écosystème qui est beaucoup plus grand autour. Par contre, de leur laisser la place un peu partout, là ça peut marcher. Et je dirais qu'il faut même changer notre vision à nous, de se dire, il n'y a pas les gentils et les méchants. Si on commence à dire que les gentils c'est les hérissons, les coccinelles, les crapauds, ou les crapauds non, on dit pas souvent ça, et parce que c'est pas joli et que voilà, ça rampe et c'est gluant et c'est pas beau. Et que si à côté de ça on dit que les méchants c'est ceux qui sont gluants, c'est les limaces, c'est les pucerons, on va toujours se dire, ah il y a des limaces, il y a des pucerons, on a un problème, on va espérer qu'il y ait la solution qui arrive. Non, c'est différents éléments qui font partie d'un équilibre et que vous n'aurez pas de coccinelles, vous n'aurez pas de hérissons si vous n'avez pas de pucerons, si vous n'avez pas de limaces. Ça fait partie du jeu, il faut que ce soit là, et si tout est là, rien ne posera de problème. Faire la paix avec tout ça. C'est moi il n'y a pas longtemps qui est passé dans mon jardin devant une absinthe couverte de pucerons. Il me dit, ah ouais, moi aussi j'accepte les pucerons et j'utilise pas de produits, pas d'insecticides, mais par contre à la main, tu vois, et puis il prend ma tige d'absinthe, il passe les doigts là, comme ça, il écrase tous les pucerons en me disant, là au moins tu vois, ça pollue pas. Je dis, mais pourquoi tu défonces mes pucerons? De quoi ils vont se nourrir mes coccinelles là derrière? Si tu commences à voir les choses comme ça, à se dire, ok, je veux bien les accepter, je veux bien faire comprendre, ça fait partie du système, mais ça reste l'ennemi. Non, il y a un truc que tu n'as pas assez bien compris, tu n'as pas encore accepté l'élément pour pouvoir derrière le favoriser. Moi, je suis fan de pucerons, j'adore ça, je suis fan de limaces, je les trouve magnifiques. Il y a tout un tas d'interactions derrière la limace, il y a plein d'espèces différentes, c'est génial. Et si tu te passionnes pour ça, tu vas vouloir les accueillir, et si tu veux les accueillir et que tu veux qu'ils soient tout le temps dans ton jardin, derrière tu as les prédateurs qui vont venir, qui vont rester, et le système va rester équilibré. Mais c'est pas l'ennemi, ça fait partie du système. Comment vois-tu l'agriculture d'aujourd'hui ? Laquelle? Il y en a plein de différentes. L'agriculture conventionnelle, je crois que c'est en... Alors je n'ai pas envie de critiquer vraiment mal l'agriculture... J'ai du mal, l'agriculture conventionnelle, parce qu'elle a été une solution après-guerre, où il a fallu quand même renourrir une France qui voulait se repeupler un petit peu. On a quelque chose d'hyper productif, mais c'est productif sur le court terme. On y met plein d'intrants, on va labourer les sols, on met des engrais qui fait que ça produit très très vite. Donc on arrive à produire de la masse de nourriture, mais c'est pas la nourriture qui soit la meilleure au niveau alimentaire qui soit, c'est pas la plus durable pour la qualité des sols, pour la biodiversité. On a évolué, après on a l'agriculture biologique qui va arrêter d'utiliser des produits chimiques, on est moins polluant. On a l'agriculture de conservation qui va arrêter le labour parce qu'on commence à comprendre que le sol, la vie du sol, c'est important. Donc on est en train de faire plein de recherches pour améliorer les choses, pour que ce soit plus durable, plus intéressant. Et on a autre chose qui s'appelle l'agroforesterie, où l'idée c'est on va toujours avoir nos systèmes agricoles, que ce soit production animale, production végétale, mais l'idée c'est de rajouter l'arbre dans ces systèmes-là, puisqu'on s'aperçoit que l'arbre a énormément d'intérêt. Quel que soit le système agricole ou le type de production, l'arbre a énormément d'intérêt. Et le jardin-forêt, pour moi, c'est encore une évolution qui n'est pas... Je ne peux pas dire que ce soit le système intéressant pour l'agriculture, parce que c'est trop mélangé, c'est pas assez pratique pour les récoltes et compagnie, même si on pourrait s'organiser pour rendre ça très très pratique. Mais pour faire des grosses... J'espère qu'au niveau du son, ça va le faire là. Et on discute. Non. On pourrait s'organiser pour que ce soit plus pratique. Mais c'est une des solutions, puisqu'on voit bien qu'en mélangeant les choses, on arrive à combler le problème d'arrosage par rapport au fait de, par exemple, dans des vignes, on va rajouter des arbres et on va avoir des vignes qui vont moins souffrir de la chaleur. De faire du maraîchage avec des arbres à côté, ça va faire plus d'humidité, on va réussir à avoir quand même des productions.
Et pour moi, c'est une des solutions. C'est surtout une solution qui, en plus d'être productive, elle est agréable, elle est jolie, elle favorise la biodiversité, elle favorise la qualité nutritive des choses. On limite totalement les intrants parce qu'on a de l'auto-fertilité qui se rapproche de système naturel. Enfin, on a quand même plein de choses qui apportent plein de techniques qui vont pouvoir révolutionner notre système agricole. Et pour sa richesse et sa diversité et cet équilibre, cette résilience, pour moi, c'est vraiment un des points sur lesquels on va pouvoir vraiment s'éclater et trouver des solutions. Moi, c'est vraiment dans ça que je m'amuse sur le jardin forêt. Je ne vais pas dire que c'est la solution, mais en tout cas, je suis quand même certain à 200% que c'est une des solutions. Sûr. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère aussi. Je pense que oui. Rémi a écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le guide terre vivante du jardin forêt. Donc là, ce livre est très complet, je vous le recommande fortement. Peux-tu nous l'expliquer brièvement, s'il te plaît? Je vais essayer d'être bref du coup. Ouais. Donc ça, on l'a vu, c'est assez complexe au final. C'est ce que j'aime bien dire, c'est complexe mais pas compliqué. Il y a plein de petites choses à savoir, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un coin naturel et dans une forêt et dans un jardin forêt. Donc là-dedans, j'ai essayé. Alors il y a toute une première partie un peu lourde à lire, mais qui pour moi est incontournable pour réussir à produire un jardin forêt. C'est une partie théorique sur comment fonctionne un sol, comment fonctionne une plante, comment elle se reproduit, comment elle se nourrit, comment fonctionne la nature, c'est quoi les différentes successions végétales, c'est quoi la création, les successions pour la création d'un sol, comment les plantes s'associent entre elles, tout ce qui est les guildes, les différentes strates, voilà. Toute la théorie, elle est vraiment poussée au maximum de ce que j'ai pu. Je me suis vraiment basé sur ma pratique, mon expérience et sur tous les bouquins sur le jardin forêt que j'ai pu lire. Et ensuite, une fois qu'on a toutes les bases théoriques, on va recombiner, remettre tout ça ensemble. Et il y a une partie sur le design, sur comment on définit son propre projet, comment on sait qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, comment, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, quel type de terrain on va rechercher, tout ce qui est critères de recherche et même des sources pour aller chercher des lieux pour s'installer. Et ensuite, il y a toute une partie sur le design, sur une fois en place sur le terrain, c'est quoi les différentes étapes, c'est quoi les premières priorités à mettre en place pour aller jusqu'à l'installation, la création de guildes, la plantation, l'installation du jardin forêt. Et ensuite, une dernière partie sur c'est quoi les différentes choses pour l'entretien du jardin, les tailles, le désherbage, la fertilité, comment booster la fertilité. Une partie aussi sur l'élevage, je parle surtout moi de l'élevage que je connais, ce qu'est la basse-cour. Voilà, donc là il y a tout ce qu'il faut vraiment pour comprendre et mettre en place un jardin forêt. Et ensuite, c'est pas fini, il y a des annexes à la fin, avec des tableaux dans lesquels je liste un peu toutes les plantes qu'on peut mettre dans un jardin forêt par strate. Donc tous les arbres, tous les arbustes, tous les couvre-sols, tous les grimpants, tout. Vraiment, c'est des tableaux qui sont hyper complets. Certains tableaux sont pas aussi complets que quand je les ai fait au début parce que ça prenait trop de place. Par contre, il y a un lien vers mon site internet sur lequel les tableaux sont complets. Il y a des tableaux sur les plantes mellifères, lui il est sur mon site internet, des tableaux sur les plantes fixatrices d'azote. Ensuite, il y a des listes de plantes par utilité, les plantes alimentaires, les plantes médicinales, les plantes fourragères, les plantes qu'on peut trogner, les plantes pour faire du savon, pour faire des liens, voilà, des listes de plantes énormes. L'outil pour connaître son sol, puis ensuite des listes, parce que je lis beaucoup, donc des ressources bibliographiques avec des quantités énormes de livres. Et puis voilà, puis un petit glossaire pour les petits mots compliqués qu'on pourrait ne pas comprendre. Beaucoup de choses là-dedans. C'est 1 an et demi de gros boulot pour clarifier tout ça. Et j'en suis assez fier, j'avoue. Ouais, énorme travail de Rémi. Donc on mettra le lien en bas de la vidéo vers le livre, vers sa chaîne et en même temps vers son site internet. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner. À bientôt les permapotes. Allez, re-salut à tous les permapotes. Merci à tous ceux qui lâcheront un petit like effectivement, qui s'abonnent, qui commentent la vidéo. Merci aussi à tous les tipeurs là qui me soutiennent et qui me permettent financièrement de prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Donc voilà, je vous mets toujours des petits liens là et dans la description sous la vidéo pour ceux qui voudraient rejoindre ce réseau. Cela dit, n'oubliez pas que cette vidéo, je l'ai prise à Corentin de la chaîne Arbustes Fruitiers Pépinière en Permaculture. Donc si vous voulez le soutenir à lui, suivez les liens pour aller vers sa chaîne parce que ça vaut le coup, c'est vraiment chouette le travail qu'il fait. Et puis voilà, puis encore un grand merci à lui de m'avoir permis de prendre cette vidéo que je n'ai pas volée, que je lui emprunte, que je repartage pour lui faire un petit coup de pub aussi. Cela dit, ça c'est un petit thème qui est revenu plusieurs fois ces derniers temps, le vol entre guillemets ou l'emprunt, l'utilisation du contenu des vidéos d'autres personnes. Peut-être que ça serait un sujet intéressant à traiter bientôt. Allez, affaire à suivre. Allez, en tout cas, je vous dis merci à tous d'avoir suivi jusqu'à là et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!